C'était un peu en introduction les prémices de ce que je voulais rappeler. Je sais que probablement vous en avez déjà parlé en long, en large et en travers. Je voulais rappeler un peu ces aspects-là avant de passer dans la démarche elle-même. En fait, pour définir une stratégie, une fois qu'on a évalué, on connaît son activité, on connaît son entreprise, on connaît son implantation, autres, c'est assez difficile de dire on commence par des actions prédictives ou préventives. Tout doit être fait et tout se tient. À chaque endroit, en fonction du poste, en fonction de l'endroit, de l'environnement, on doit mener des actions préventives. Ces actions préventives sont former les gens à l'utilisation de tous les instruments, à l'utilisation des appareils dont ils disposent, et qu'ils connaissent les inconvénients liés à l'utilisation de cet appareil. J'ai vu des gens en Afrique qui faisaient de la soudure avec les éclats sans lunettes. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes d'yeux. D'autres utilisent des marteaux-piqueurs, ils ne portent pas de casque pour protéger les oreilles. Donc, parfois, en Afrique, on a rapidement dit « Ah non, 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 celui qui porte les lunettes, oh, c'est un peureux. » Non. Non. Il faut qu'on arrive à former, éduquer les gens pour qu'ils acceptent de se protéger. Il y en a qui refusent de se protéger. Même quand c'est disponible, il y en a qui ne le font pas. Et il faut que ces gens, qu'on mette en place, l'entreprise doit avoir en place des méthodes pour le protéger, même s'il ne veut pas. Ce n'est pas simplement pour lui, c'est pour l'entreprise. Et c'est pour ses collègues, et c'est pour tout le monde. Donc, former, éduquer, afin de protéger. La protection sans former, sans éducation, il ne comprend pas, il n'adhère pas. Après, les actions préventives n'empêchent pas l'incident, n'empêchent pas le problème d'arriver. À ce moment, on doit prévoir aussi des actions curatives. Et ça rejoint la politique d'offre de soins. En entreprise, c'est une politique qui est assez complexe parce qu'il faut tenir compte de la politique nationale dans le pays où on se trouve et tenir compte aussi des moyens réels de l'entreprise. Et donc, la plupart du temps, il suffit de regarder autour pour trouver éventuellement des possibilités qui permettent à l'entreprise quand même de donner une offre de soins à ses employés lorsqu'ils sont sujets à un problème de ce genre. Il faut avoir des moyens de contrôler et d'évaluer. Il y a un expert, je crois que c'était un Canadien, qui disait « ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas le gérer ». Donc, il faut avoir le moyen de contrôler et évaluer, c'est-à-dire définir des indicateurs. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir que les actions qu'on a faites en entreprise portent un fruit? Il faut les définir. Et quand on a défini ces indicateurs, il faut avoir les moyens et des outils pour évaluer ces indicateurs, pour être sûr que l'action qu'on mène, elle est bien. Ou alors, réajuster si l'action en question nécessite des réajustements. Ça veut dire qu'on doit disposer de tout ça. On a défini les indicateurs qui peuvent être économiques, qui peuvent être de santé et tout ça, et on réajuste. À partir de ce réajustement, et en utilisant aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle basés sur l'évidence sont nombreux, et en partant de cette evidence-based, on peut avoir la capacité prédictive, c'est-à-dire pouvoir prédire. Et si on peut prédire, alors on peut prévenir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça sous forme de cercle, parce que tout se tient. Les actions préventives, les actions curatives, le contrôle et l'évaluation, le réajustement et capacité. Quand je parle contrôle et évaluation, nous avions, il y a une grosse entreprise implantée en Afrique avec laquelle nous travaillons et qui a des structures pratiquement dans tous les pays africains, aussi en Europe et tout ça, mais avec des bases importantes à Abidjan, en Tunisie, en Afrique du Sud, au Nigeria et dans différents autres pays. Nous avons réussi à leur mettre en place une solution qui est assez pertinente, qu'ils aiment énormément, parce qu'à partir de leur siège, leur médecin suit toutes les activités de l'ensemble du personnel, y compris ceux qui sont en déplacement. Et ils savent ce qui se passe, quelles sont les consultations qu'il y a lieu en Afrique du Sud, qu'il y a lieu en Tunisie et pourquoi. Ils peuvent même, à un moment donné, appeler un médecin en Afrique du Sud et dire « Mais hey, il y a un bébé qui est dans ta salle d'attente, ça fait 1h30. Pourquoi il est encore là ?» Et ensuite, l'avantage a été que c'est la direction voulait,
le service de santé de l'entreprise était partant et les employés étaient partants. À partir de là, ils ont accepté l'implantation de toutes ces solutions et nous avons même mis en place, avec l'acceptation des médecins, un système de contrôle qualité où il y a le retour de tous les patients qui sont vus. Alors, du coup, le médecin, il sait qu'en fonction de ce qu'il fait, le patient va apprécier. Et les appréciations reviennent. Et on s'est rendu compte, au début, au niveau médical, il y avait quelques hésitations, mais finalement, il y a près de 80% de satisfaction de tous leurs personnes, de tous leurs employés par rapport à ça. Donc, ce sont des solutions qui permettent d'adhérer tout le monde et qui fait qu'ils ont des employés qui, même on leur offre, par exemple, un emploi beaucoup plus juteux, ils refusent. Parce que c'est vrai, il y a le salaire, il y a les conditions et tout ça, mais il y a ces conditions sociales-là qu'ils ne pourront pas avoir. Et donc, il y en a qui refusent, ils préfèrent rester là parce qu'ils sont dans un bon environnement. Ils ont les moyens d'analyser instantanément la position d'un patient sur son bureau, analyser son bureau, analyser les phénomènes qui se passent là-bas. Le système qu'on a mis en place leur permet automatiquement d'envoyer des gens à la consultation de médecine du travail parce qu'on s'est rendu compte qu'il a eu 3 arrêts de travail en l'espace d'un trimestre ou de 3 mois, ou bien qu'il a eu des prolongations, 2-3 fois prolongation d'un arrêt de travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça permet de le mettre en contact avec la médecine du travail ou les psychologues, de régler, et il y a souvent, la plupart du temps, c'est toujours lié à un problème au bureau. Donc, la stratégie, elle doit être, à notre sens, ça doit être celle-là. À partir de cette stratégie, il y a quand même des erreurs qu'il faudrait éviter dans la stratégie. C'est-à-dire ne pas se tromper d'objectif et rester focalisé sur la productivité. C'est-à-dire avoir comme critère des critères d'évaluation uniquement des critères de rentabilité, par exemple. Ça va amener un biais dans les investissements à faire. Il faut avoir à cœur que c'est le maintien du travailleur dans son état de bien-être social, physique et économique qui est le plus important et qui est celui qui va amener une rentabilité durable avec des enjeux qui sont à la fois économiques, c'est-à-dire on évite les pertes de temps et on réduit les coûts de l'absentéisme qui coûte très cher aux entreprises et qui, par exemple, en Afrique, est un autre problème. L'absentéisme n'est pas toujours lié à l'employé lui-même. Sa femme est malade, eh bien, il ne peut pas venir au bureau. Son fils est malade, son oncle, sa nièce, il va venir voir le patron. Ah, il y a ma nièce qui est hospitalisée. Il y a dès qu'il le dit comme ça, la plupart du temps, il y a 2 choses. Je ne serai pas là et qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Donc, cet enjeu-là est assez important. Je ne sais pas s'il y a eu des études, c'est des choses qu'il faudrait qu'on essaye de voir aussi, au sein surtout de ce forum-là. Comment on peut évaluer l'impact de cet absentéisme en Afrique en rapport avec nos cultures, l'aspect social où le malade est toujours entouré, il y a toute la famille qui a arrêté de travailler et qui est là et qui est autour. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a effectivement des aspects, des enjeux sociaux qui sont également très importants et qui va imposer que les ressources humaines instaurent un dialogue assez important et assez constructif avec une écoute qui permet d'identifier et de convaincre tous les travailleurs que ces aspects sont assez importants. Et l'image de la société. L'image de la société est importante parce que ces investissements-là font partie de ce qui va améliorer l'image de la société. Ce n'est pas simplement en faisant de la pub ou autre. Parce qu'on a vu des sociétés qui étaient victimes de cybercriminalité et les cybercriminels, c'était leurs employés. Ça montre à peu près la frustration et la révolte que l'entreprise a créée sur cet employé-là. Si ce ne sont pas ceux qui se suicident simplement. Il y en a qui se suicident, il y en a qui attaquent l'entreprise et dans tous les sens. Mais de l'autre côté aussi, on a des employés qui, même la cuillère, ils veulent que ça vienne de leur société parce qu'elle s'occupe d'eux. Ils sont prêts à faire des efforts. On a vu ici le Covid, quand il est arrivé, il y a énormément de problèmes dans les entreprises. Les entreprises qui s'occupaient bien de leurs employés ont vu les employés se réunir et venir dire, bon, on accepte une réduction de salaire de temps pour pouvoir travailler.
On accepte de continuer de faire ça. Donc, alors que d'autres personnels, c'est même des organisations de grève pour dire, bon, ils gagnent trop et nous on n'a rien et ils ne s'occupent pas de nous. Donc, cet aspect-là, elle est extrêmement importante. Il ne faut pas se tromper d'objectif en parlant simplement de rentabilité, rentabilité, rentabilité.